Alors, Madame le ministre, pour faire la promo de l'armée, vous n'hésitez pas à donner de votre personne. On l'a vu, on vous a vu dans les avions de chasse, dans les sous-marins. Il paraît qu'après un reportage dans Paris Match, vous sautiez en parachute. Jacques Chirac vous a appelé pour vous dire « Michel, je veux un ministre de la Défense, pas une actrice de cinéma ». Vous confirmez? Non. Ah bon? Non, je ne confirme pas. Vous n'êtes pas fait engueuler du tout, alors? Le président m'a demandé d'arrêter de sauter en parachute, mais pour une autre raison, en disant qu'il ne souhaitait pas avoir un ministre de la Défense avec une jambe dans le plâtre, ce qui peut se comprendre. Et vous vous donniez de votre personne parce que ça vous amusait ou parce qu'il y avait urgence? Non, parce que d'abord, j'avais eu depuis fort longtemps envie de sauter en parachute. Je vous comprends, je l'ai fait aussi. Voilà, et c'est absolument formidable. Vous avez sauté toute seule ou à deux? À deux, en tout seul. Il n'est pas très logique, le président, parce que finalement, dans les ministres, il y a déjà beaucoup de bras cassés, donc une jambe... non, c'est vrai, enfin, si je peux me permettre, une jambe de plus... Bon. C'est pas votre genre d'humour? Oh, c'est un petit peu lourd, peut-être, mais on aura mieux la prochaine fois. C'est pas sympa, il est en plein cœur d'un Ce soir, je fais spécial chambré. D'accord, très bien. Et encore, alors, on va s'y mettre. Avec ma course entraînée, l'invite au cirage, tout ça, enfin, tous les trucs rituels de la... Donc, en tout cas, vous donnez... Aujourd'hui, l'armée a besoin de quoi? Ce que je crois très important, si vous voulez, quand vous êtes amené à prendre des décisions, à envoyer des gens dans des endroits dangereux, il est important aussi de savoir ce qui se passe avant. Et moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas tellement de sauter en parachute, même si sur un plan sportif, j'en avais envie. Oui, c'est aussi de sentir ce qui se passe dans l'hélicoptère, puisque moi, j'ai sauté à chaque fois en hélicoptère, ce qui se passe dans l'hélicoptère 1 minute avant le saut. Car il y a une qualité de relation que vous avez à ce moment-là. Et ça, c'est très important. On a dit que l'armée est recrutée. On va parler dans un instant de plan deuxième chance pour ceux qui sont en échec scolaire. L'armée peut les réinsérer. Mais aujourd'hui, quels sont les secteurs où vous manquez de monde? Si vous aviez à passer une petite annonce, vous avez une caméra là. Oui. Vous cherchez du monde dans quel secteur, Madame la Ministre? Nous avons effectivement quelques problèmes qui ne tiennent pas vraiment au recrutement général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons environ 7 candidats pour un poste d'officier, plus de 4 candidats pour un poste de sous-officier et 2 candidats pour un poste de soldat. Mais il y a quelques spécialités qui, depuis la suspension du service national, posent des problèmes, qui sont par exemple le domaine de l'informatique, le domaine des atomiciens. Donc des spécialités extrêmement... Et là, vous payez les gens comme dans le civil? Alors là, nous avons 2 solutions. Ou nous utilisons les réservistes, on ne parle pas suffisamment de la réserve, qui sont des gens qui se mettent en quelque sorte à la disposition de l'armée en dehors de leur activité et qui participent parfois à des opérations extérieures ou alors au fonctionnement tout simplement. Et puis, dans un certain nombre de cas, nous faisons effectivement des recrutements. Et à ce moment-là, on leur donne, ce n'est pas tout à fait comme dans le civil, nous n'arrivons pas à avoir ces tarifs, mais nous leur donnons effectivement un certain nombre de primes qui permettent de compenser un peu la différence. Des émissions comme... Il y a toujours les cigarettes en plus, avec la solde. Non, parce que quand j'ai fait l'armée, il y a toujours les cigarettes. Eh bien, je vous avoue que je ne fume pas et je ne me suis pas préoccupée de ça. Mais normalement, il y avait des troupes... Dans un cadre de santé publique, je pense qu'on a dû limiter ça. Ça doit plus exister. Un mot, une émission comme La Première Compagnie sur TF1, vous trouvez que ça sert l'armée ou ça dessert l'armée? Non, je pense que c'est une émission amusante et qui permet d'avoir une autre vision de l'armée. Mais ce que j'encourage beaucoup, effectivement, c'est aujourd'hui des émissions ou des films sur les réalités de l'armée d'aujourd'hui. Les Chevaliers du Ciel dont vous parlez tout à l'heure, je crois que c'est une image intéressante et qui, effectivement, donne pour un certain nombre de jeunes des perspectives. C'est vrai, mais en même temps, vous l'avez vu dans le reportage, quand vous faites votre pub, et notamment à travers ces films, ça donne une image enjolivée de l'armée. La réalité, c'est aussi la guerre, c'est aussi un terrain qui est beaucoup moins drôle que ce qu'on voit. Est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas l'impression que vous faites un peu tromperie sur la marchandise? Vous proposez un truc avec plein de paillettes, or la réalité, c'est la boue, c'est pas exactement la même chose. Je crois que c'est présenté aussi. La réalité, c'est la sécurité. D'abord, c'est la sécurité de nos concitoyens. Nous sommes dans un monde où le terrorisme, c'est quelque chose que tout le monde connaît, où les crises, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie centrale, c'est aussi une réalité qui sera probablement de plus en plus importante dans les années qui viennent. Très bien, mais quand on voit les spots de pub, c'est pas les spots, ça paraît assez loin du terrain quand même. Non, quand on voit des reportages sur le terrain, c'est pas exactement la même chose. Quand vous regardez, puisque vous montriez tout à l'heure effectivement ces présentations de l'armée, on voit des gens qui sont en train de sauver
des civils qui sont pris au milieu d'un conflit. Ce sont des choses, malheureusement, que nous voyons très souvent. Vous les voyez également qui participent à des sauvetages dans le cas de catastrophes humanitaires. Les militaires français ont été très présents sur le tsunami. Nous en avons envoyé au Pakistan à la suite du tremblement de terre, le soir même du tremblement de terre. C'est aussi ça la réalité. Un mot sur le plan défense deuxième chance. Une façon donc, pour les jeunes qui seraient ce soir et qui reviendraient à l'émission en échec scolaire, ça ne marche pas à l'école. Vous avez la possibilité, alors ça ne touche pas encore beaucoup de monde, mais ça démarre, de les réinsérer, de leur filer une formation, enfin de leur donner une formation. Excusez-moi. Je crois que dans une société aussi difficile que la nôtre, il est très important pour des gens qui ont eu des problèmes au départ de savoir qu'il y a toujours une deuxième chance. Et ça, c'est une de mes convictions profondes. On doit donner à ceux qui ont eu un raté au départ une deuxième chance. Alors la deuxième chance, là, il s'agit évidemment de l'emploi. Nous nous adressons à des jeunes, à 20 000 jeunes, c'est ça l'objectif, qui se trouvent en grande difficulté scolaire et donc professionnelle, et souvent sociale. C'est la conséquence. Et ce que nous allons leur proposer, c'est une remise à niveau scolaire, une remise à niveau comportemental et un apprentissage professionnel. Et de l'argent. Et ils sont volontaires, bien entendu. Ils viennent, ils s'engagent pour 1 an renouvelable et en échange des cours, de l'apprentissage de choses toutes bêtes telles que se lever ce matin, parce que vous avez des gens, des jeunes qui viennent de familles qui n'ont jamais travaillé, qui ne savent même pas qu'il faut se lever le matin pour aller travailler. Et donc nous leur apprenons cela. Des repères. Et nous leur donnerons effectivement 300 € par mois, la moitié qui leur sera remise tout de suite pour leur vie quotidienne, puisque le samedi et le dimanche ils vont quitter l'internat, il faut qu'ils vivent. Et puis à la fin, eh bien, la moitié de cet argent on constituera une sorte de petit capital qui leur permet de partir dans la vie. 2 mots, si vous voulez bien, avant de parler de l'actualité, ce général que vous avez suspendu de ses fonctions. On se rappelle de votre prise d'armes avec Nicolas Sarkozy, ce qui a valu à Nicolas Sarkozy d'être rappelé à l'ordre. Non, c'est peut-être une prise de bec. Prise de bec. Prise de bec. Avec Nicolas Sarkozy, il a été rappelé à l'ordre le 14 juillet 2004, quand Chirac disait « je décide, il exécute », puisque vous vouliez un budget beaucoup plus important qu'à l'époque Nicolas Sarkozy, ministre du budget, vous avez donné. Est-ce que vous avez l'impression que la défense mérite tous ces sacrifices, tout l'argent que vous demandez, franchement? Vous savez, la défense, en 2 mots, la défense, c'est au cœur de l'essentiel. C'est-à-dire que la défense, c'est d'abord notre sécurité, je viens d'en parler. Mais la défense, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Vous l'avez rappelé, la défense, c'est le premier investisseur dans notre pays. En même temps, Nicolas Sarkozy ne voulait pas vous donner cet argent-là, c'est donc il avait peut-être des bonnes raisons. Mais non, justement, ce que j'ai développé, c'est que à peu près la moitié de ce que nous recevons, nous le renvoyons vers des entreprises auxquelles nous passons des commandes et qui sont des petites entreprises ou des moyennes entreprises sur tout le territoire national. Nous faisons beaucoup d'efforts de recherche, ça permet de développer la technologie et ça permet donc à notre pays d'être en avance dans la compétition internationale. Il reste un cadavre entre Nicolas Sarkozy et vous à ce sujet-là? Non, mais attendez, qu'un ministre de la Défense et un ministre des Finances ne soient pas d'accord, c'est quelque chose de classique. Ça arrive presque tout le temps. À ce niveau-là, avec une mise en scène publique et un chef de l'État qui le rappelle à l'ordre, ça n'arrive pas tous les 4 mètres, hein, Madame le Ministre. Eh bien, écoutez... Donc aujourd'hui, vous entendez bien avec Nicolas Sarkozy? Oh, mais j'ai de relations personnelles très bonnes avec Nicolas Sarkozy. Mais vous savez, quand je défends mon domaine ministériel, il ne faut pas venir me chercher. Oui, ça, j'ai bien vu. Un mot sur l'actualité, il ne faut pas venir vous chercher. Vous avez donc suspendu de ses fonctions l'ancien chef de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, le général Poncet, pour faute grave à la suite d'un décès suspect d'un Ivoirien. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Est-ce que, puisque vous l'avez sanctionné bien après les faits, c'est parce que vous craignez des révélations encore plus embarrassantes sur les agissements des militaires en Côte d'Ivoire? Non, si vous permettez, je vais prendre 2 minutes pour rétablir les choses. Je n'ai pas simplement suspendu le général Poncet, mais j'ai suspendu tous ceux qui avaient eu un rôle dans la chaîne de commandement au cours de cette affaire. J'ai appris très tardivement, par l'intermédiaire du chef d'état-major de l'armée de terre, qui lui-même ne savait rien, qu'au mois de mai dernier, il y avait eu le décès d'un Ivoirien dans des conditions qui n'avaient rien cartouches avaient été tirées contre cet Ivoirien. Qui n'avaient rien à voir avec ce qui avait été relaté dans le rapport. À partir de ce moment-là, j'ai commandé une enquête de commandement, ce qui est tout à fait normal. La justice a été saisie
et je note d'ailleurs qu'il y a eu l'ouverture d'une instruction pour homicide volontaire. Et à titre conservatoire, car c'est une mesure conservatoire, j'ai effectivement suspendu les personnes qui auraient dû faire un rapport. Quand vous dites qu'ils sont suspendus, ils font quoi? Par exemple, le général Poncet, il fait quoi aujourd'hui? Comme d'habitude, rien. Non. Non, c'est mon rôle, Madame le ministre. D'accord. Il fait quoi aujourd'hui? Il fait quoi? Aujourd'hui, il est à son domicile. Il est payé? Et en attendant, il est payé? dans le cadre d'une suspension, bien entendu, comme toute personne, absolument, en attendant que nous ayons une connaissance précise de ce qui s'est passé, et c'est ce qui résultera de l'enquête de commandement. Dans le civil, et à ce moment-là, des décisions seront prises, qui là seront des décisions définitives. Rien à voir avec un gage de bonne volonté donné au président j'étais sûr de ne pas savoir le prononcer, Gbagbo. Certainement pas. Et vraiment, lorsque nous en avons parlé avec le chef d'état-major des armées et avec le chef d'état-major de l'armée de terre, j'aime entendre dire que les considérations, c'était des considérations tenantes uniquement à l'image et à l'éthique des armées et pas du tout d'autres considérations. Très bien. On va maintenant un peu parler de vous, Madame le Ministre. On va essayer de vous découvrir un petit peu mieux. Vous travaillez avec un ex-journaliste, Jean-Luc Manot, qui travaille sur votre communication. C'est un grand professionnel. Il tente de corriger donc cette image de bourgeoise, un peu sèche, qui ne ressemblerait pas donc à votre personnage privé. Alors déjà, on va tenter de mieux vous connaître avec Julien De Guest en images. Attention, en 2007, la place pour le fauteuil de président de la République pourrait se jouer entre cette femme ou celle-ci. On a 85% des Français qui sont prêts à avoir une femme comme président de la République. Et c'est un résultat qui est homogène, pratiquement à 2 points près, entre les hommes et les femmes. À gauche, Ségolène Royal a annoncé très tôt qu'elle se portait candidate à la candidature. Les réactions n'ont pas manqué chez certains hommes de gauche. À droite, prudente, Michèle Alliot-Marie, sans annoncer qu'elle serait dans la course, a en tout cas précisé dans le journal du dimanche qu'elle serait bien là. Je participerai au débat présidentiel, c'est une évidence. J'ai même l'intention d'y jouer un rôle de premier plan. Ces deux femmes-là sont encouragées par le succès d'Angela Merkel en Allemagne. Elles savent très bien que si les hommes continuent à s'étriper et à vouloir prétendre les ridiculiser encore davantage, elles ont leur chance et même plus que leur chance. Et pourtant, depuis ses débuts en politique, notre ministre de la Défense a toujours refusé qu'on la voie comme une femme. Opposée à la loi sur la parité, ne l'appelez surtout pas Madame la Ministre, vous risqueriez de l'énerver. On explique dans sa famille à la jeune Michèle, au fond, que tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire sans aucune distinction, sans aucun militantisme féministe également. Et ça détermine son logiciel politique. Elle s'est fermée, carapassonnée, verrouillée à double tour. Et c'est vrai que de temps en temps, on aimerait qu'elle ouvre un vasistas, un œil de bœuf, enfin, ou même carrément une fenêtre. On peut rêver. En attendant, Mme travaille son style efficace, quitte à être austère. Lunettes d'intellectuel, broche classique, brushing parfait, façon Dallas, pas très fun. Dans le milieu de la mode, on appelle ça un look de droite. Et oui, les plus belles jambes du RPR, comme aimait à le clamer Jacques Chirac, préfèrent désormais se camoufler dans des tailleurs, pantalons de préférence, noirs comme une preuve de sérieux. Je crois que Michèle Alliot-Marie s'est rendu compte de cette sorte de chadorisation. Devenez la plus neutre possible. Masculinisez-vous, nous dit-on de façon sous-entendue. Avancer, laisser dire, mais surtout être partout où on ne l'attend pas. Voici entre autres la signature Michèle Alliot-Marie. Mais il n'y a pas que ça. Il ne faut jamais se plaindre, c'est la première des choses. Et d'autre part, je crois qu'il faut toujours sourire, parce que ça fait plaisir à ses amis. Et puis ça embête tellement ses adversaires. Et toujours avec le sourire, en 99, elle surprend tout le monde, Jacques Chirac le premier en devenant présidente du RPR. Et quand en 95, on lui demande de soutenir Balladur ou Chirac, elle n'en a cure, droite dans ses bottes, elle ne choisira pas, une stratégie gagnante. En termes en tout cas de bonnes opinions, ça a l'air de marcher parce qu'elle est créditée de cette sobriété et de ce sérieux. Est-ce que ça suffit après pour faire de l'adhésion électorale? Ça, c'est une autre question. En tout cas, son personnage en contrepoint est assez réussi d'un point de vue stratégique. Première femme à accéder au poste de ministre de la Défense en 2002, Mme est appréciée pour son efficacité, même par ses opposants. Ah, moi, je trouve qu'elle réussit très bien dans ce ministère. Elle est à la fois compétente, énergique, elle assume sa fonction avec dignité.
ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans ce gouvernement. Et puis, elle a l'intelligence de se tenir à l'écart des querelles de personnes là, qui battent leur plein entre Sarkozy et Villepin. Donc, c'est assez intelligent de sa part, je trouve. L'année dernière, elle remportait même un bras de fer contre Sarkozy qui souhaitait lui réduire son budget. Michèle Alliot-Marie, une femme de tête qui va devoir relever un nouveau défi, oublier l'uniforme et surtout ses démonstrations très académiques. Il est important que nous ayons le maximum de renseignements qui nous permettent de suivre la situation. En fait, là, elle voulait juste nous dire qu'elle souhaitait être informée. Mais maintenant, il faut qu'elle aille plus loin. Et il faut qu'elle accepte, en quelque sorte, de se livrer davantage et, quelque part, de payer de sa personne pour élargir son champ de crédibilité. En tout cas, il y en a un qui a déjà l'air de la trouver top crédibilité, c'est son compagnon de belote. Michel. On peut pas tout dire à la télé, hein, mais enfin, toi et moi, on sait très bien de quoi il s'agit quand je dis qu'on se connaît bien. Je peux pas en dire plus. On va vous garder votre intimité, on va respecter votre intimité, Madame Alliot-Marie. Alors, sur cette image un peu froide, rigide, j'ai lu donc que vous avez été élevé à la dure. Votre père vous a éduqué avec votre sœur comme une équipe de rugby, a-t-il dit, avec une exigence en vous traitant comme des garçons. La devise de votre famille, c'était « avancer, laisser dire ». Votre mère, elle, vous a dit « il faut avoir des plumes de canard, quand il pleut, l'eau glisse sur toi ». Est-ce que cette phrase résume bien votre tempérament un peu insensible, on a l'impression, aux choses? On peut tout vous balancer, vous êtes de marbre. Non, je ne dirais pas insensible, d'abord parce qu'il y a des choses dans la vie auxquelles vous devez être sensible, sinon vous n'êtes tout simplement pas humain. Mais il est vrai aussi que quand vous faites un métier comme celui de la politique, il faut savoir laisser ce qui est utile. On ne peut pas plaire à tout le monde. Oui. Donc à partir de ce moment-là, il faut par exemple, quand vous allez aux États-Unis et que Donald Rumsfeld, votre homologue américain, dit c'est Thatcher, c'est la dame de fer, ça vous flatte? Oui, non, je dirais que dans le rapport avec lui, c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est un adversaire de taille. Bon, alors, dans le métier, d'accord, mais il y a d'une part le métier, puis il y a d'autre part la personne. Et quand André Santini dit à votre sujet, elle a un point faible, elle ne croit pas assez en elle, on a l'impression, alors là, qu'il ne parle pas de la même personne, on a l'impression au contraire que vous croyez très fort en vous. Dites-moi, c'est une séance de psychanalyse? Oui, absolument, si vous voulez bien vous allonger sur le... On a envie, en même temps, vous avez dit, et on va y venir, que vous voulez jouer un rôle de premier plan en 2007, on a envie de savoir pour qui éventuellement on va voter, on a envie de savoir à qui on a affaire, quoi. Très bien, alors la question? Et ben voilà. Est-ce qu'elle a un point faible, elle ne croit pas assez en elle? On a l'impression que si, vous croyez très fort en vous, quoi. Il est vrai, même si je ne le montre pas tout le temps, que pendant très longtemps, j'étais très timide. Ma première campagne électorale, c'était terrorisant pour moi. De devoir rentrer comme ça, rentrer dans un bistrot, parce que quand on fait une campagne électorale, il faut faire ça, puis dire bonjour à des gens qu'on ne connaît pas, parler avec eux. C'est très impressionnant. Et puis, au fur et à mesure, on apprend. Et je dirais que c'est ça aussi. Petit à petit, quoi. Voilà, exactement. Il faut essayer de se détendre. Est-ce qu'il y a des pays actuellement où l'armée française est engagée dans des conflits? Oui, bien sûr. Lorsque nous luttons contre le terrorisme, par exemple dans le sud de l'Afghanistan, c'est quelque chose de très net. Dans d'autres pays, nous avons été engagés dans des conflits et nous sommes aujourd'hui en train de faire avancer la paix et le retour à une situation normale. Je pense par exemple au Kosovo, où la situation s'améliore, mais où il y a eu encore l'année dernière, au mois d'avril, des explosions de violence extrêmement fortes. Vous avez été toujours très engagé derrière Jacques Chirac, vous êtes rentré dans la vie politique réelle en 81, vous avez pris votre carte du RPR et vous étiez fidèle de Chirac. Vous disiez en 2003, je suis frappé par la dimension qu'il a pris. Le président a gagné en densité, il a un sens de sa responsabilité dans l'histoire, de l'assurance, de la profondeur. Lorsqu'on vous demandait à propos de la crise en Irak s'il méritait le prix Nobel de la paix, vous répondez sans hésiter, ce serait une très juste reconnaissance. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes, comme il y a des Mitterrandolâtres à gauche, une chiracienne convaincue? Je suis effectivement, en dehors même de mes fonctions, très admirative de ce que le président fait pour la France et pour l'image de la France. C'est vrai que la France n'est pas un pays comme les autres. Et quand vous voyagez, comme moi je le fais, vous vous rendez compte que la voix de la France est écoutée.
Alors, quelquefois, nous sommes critiqués, bien entendu. D'autres fois, nous sommes admirés. Mais toujours, on attend de savoir ce que dira la France. Et ça, nous le devons très largement au président de la République. Alors, une France qui gagne, pour vous, pas une France qui perd, c'est l'objet de votre livre. On va y venir dans un instant. Michèle Alliot-Marie, Le chêne qu'on relève.